Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Dijon OM, j'aurais pu vous parler du choix de Rudy Garcia de poursuivre avec le 4-4-2. Pourquoi a-t-il privilégié Bouna Sarr à Valère Germain sur cette rencontre? Et surtout, comment va-t-il pouvoir réintégrer les revenants que sont Luis Gustavo, mais surtout Dimitri Payet? Ou j'aurais pu vous faire un focus sur Valère Germain et vous montrer à quel point son entrée fait basculer la rencontre. Ou j'aurais pu vous parler également de la paire Camara-Caleta-Car qui confirme après son match de mardi face à Bordeaux. Mais j'ai choisi de m'attarder sur le but qu'on encaisse. Cette saison, pour ne pas dire depuis plusieurs saisons, le problème à l'OM est avant tout défensif. Après 24 journées de Ligue 1, on a déjà encaissé 34 buts. On est la 14e défense de Ligue 1. Pour un club comme l'OM qui vise le podium, c'est évidemment beaucoup trop. Mais au-delà des chiffres et du nombre de buts encaissés, c'est bien la manière dont on les encaisse qui m'embête le plus. En effet, ces derniers temps, ils ont tous comme un petit air de ressemblance. Alors, évidemment, je vous épargnerai les 2 buts encaissés qui font suite à une relance hasardeuse de Rolando de la tête. Ce serait beaucoup trop facile. En revanche, on va pouvoir se pencher sur les autres, à commencer par le dernier encaissé face à Dijon. Ici, alors qu'on tente de se projeter, Bouna Sarr perd le ballon. Il le perd au moment le plus dangereux, lorsque lui, mais également Sakaï se projette. On a donc un flanc droit complètement désert. Conséquence, Lopez va coulisser pour compenser la montée de Sakaï. Strootman, également lui, va compenser le déplacement de Lopez. Et enfin, Ocampos, lui, va compenser celui de Strootman, ce qui est plutôt bien fait. Malheureusement, Lopez puis Ocampos, dans une telle situation, vont se livrer beaucoup trop vite en tentant de récupérer le ballon. Alors que dans cette situation, le meilleur choix, le choix le plus judicieux, est de défendre de manière à limiter les solutions pour l'adversaire. Donc, de le ralentir et de permettre le replacement de chaque joueur à son poste. Erreur qui peut se justifier par le fait qu'ils sont plutôt des joueurs à vocation offensive. Grâce à ces erreurs, Dijon va parfaitement réussir à basculer le jeu de l'autre côté et de façon très rapide. Résultat, le décalage que l'on avait au départ est toujours présent puisque Amavi, qui est au marquage de ce Dijonnais, se retrouve à jouer un 2 contre 1. Ok, alors que faire dans cette situation? On voit que Amavi hésite entre sortir sur le porteur du ballon et rester au marquage et finit finalement par opter pour cette dernière solution. Le Dijonnais le comprend très vite et arme donc sa frappe vu l'espace qui lui est laissé. Alors, je le répète, que fallait-il faire? Pour mieux comprendre, revenons légèrement en arrière. Si je caricature un peu le rôle de Caleta-Car, sur ce match, il doit se partager le marquage de l'attaquant qui est ici avec Camara et couvrir le flanc droit. Sur cette séquence, il doit donc très vite voir que son attaquant est loin et du côté de Camara. Donc, ce n'est plus de son ressort et qu'ici, son rôle est avant tout de couvrir Amavi. Sauf qu'à aucun moment, j'ai la sensation qu'il prend l'information. Conséquence, il reste à défendre dans sa zone alors que c'est à lui de communiquer avec Amavi et de lui dire d'aller cadrer au plus vite le porteur du ballon parce qu'il va s'occuper du marquage de son joueur. L'espace est donc trop grand pour le porteur du ballon qui en profite pour frapper. Mais regardez, toutes ces petites erreurs en engendrent encore d'autres puisque Lopez au départ, au marquage de ce joueur, va le laisser filer voyant que Amavi ne cadre pas le porteur du ballon pour y aller. De façon timide, je vous l'accorde, mais c'est ce qu'il va faire. Donc, Caleta-Car, ne disant pas à Amavi de sortir sur le porteur du ballon, n'a pas besoin de le couvrir et donc doit récupérer le marquage du joueur de Lopez, ce qu'il ne fait pas puisqu'il s'arrête et lui permet d'être le premier sur le ballon relâché par Mandanda pour marquer. Bref, j'espère avoir été le plus clair possible. Si ce n'est pas le cas, retenez qu'une petite erreur peut en engendrer une autre, puis une autre, puis une autre, et que cette petite erreur devient grande et les conséquences avec. C'est tout simplement l'effet papillon. Une perte de balle au pire des moments engendre un mauvais coulissage et une mauvaise compensation de l'équipe qui engendre un manque de communication et donc une mauvaise prise de décision pour défendre qui engendre un espace beaucoup trop grand pour l'adversaire et donc un porteur de balle mal cadré qui engendre une frappe et un but. Et cette séquence n'est pas sans m'en rappeler une autre face à Reims. Regardez. Renversement de jeu rapide de l'adversaire, un porteur de balle qui est certes en 1 contre 2 mais qui n'est pas cadré, serré assez vite, notamment par Bouna Sarr, puisqu'il doit réduire l'espace et l'enfermer en se servant de la ligne de touche. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce qui va permettre à son vis-à-vis de prendre de la vitesse et de l'éliminer grâce à cela. L'action se poursuit et les erreurs s'enchaînent et sont liées. Ici, Rolando doit être beaucoup plus près pour couvrir Bouna Sarr, mais il est embêté par ce joueur qui l'empêche d'y aller par peur de le laisser complètement seul. Un joueur qui aurait dû être marqué par Lopez ou qui aurait dû être au moins coupé de toute ligne de passe.
Mais ce mauvais coulissage et ce manque de communication fait que toutes ces erreurs permettent au Rémois de recevoir ce ballon en retrait et de marquer. Encore une fois, après un renversement de jeu de l'adversaire, on se retrouve avec une multitude de petites erreurs aux conséquences très grandes. Allez, troisième et dernière séquence pour tenter de finir de vous convaincre, celle-ci est face à Lille. Encore un renversement de jeu qui nous amène sur un 1 contre 2 à jouer, car Amavi ici a été aspiré par le décrochage de Pépé. Le porteur du ballon est mal cadré, la distance laissée est trop grande, ce qui lui permet de prendre de la vitesse et d'éliminer. Amavi arrive mais se jette beaucoup trop vite, conséquence de son retard sur l'action, et donc se fait également éliminer à son tour. Et enfin, Luis Gustavo, qui est censé rester à distance nécessaire pour à la fois défendre au premier poteau et couvrir Amavi, est trop loin, ce qui lui fait commettre cette faute et offrir ce penalty. Et croyez-moi, les exemples sont encore nombreux, je vous ai simplement montré ceux aux conséquences les plus grandes. Alors, évidemment, le nombre de buts encaissés est véritablement problématique, mais c'est bien la manière qui m'embête le plus en ce moment, puisqu'on répète encore et toujours les mêmes erreurs. Après chaque renversement de l'adversaire, on a un bloc équipe qui coulisse mal, pas assez vite, un porteur de balle mal cadré, et quand on ajoute à cela un manque de communication, chaque transversale de l'adversaire devient un véritable poison. Au moins, on sait sur quoi travailler. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen, et allez l'OM.